Bonjour tout le monde, bienvenue à notre table ronde de notre communauté TV. Mon nom est Sandrine Honda. Ici, c'est notre première table ronde qui va être une première de plusieurs. On va traiter des sujets qui nous concernent, nous, en tant que communauté, et qui sont intéressants aussi pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais être avec des invités ici. J'ai Déborah Nishimwe qui est à côté Bonjour. de moi ici. Bonjour Déborah. Et je suis avec aussi Mélissa Teta Muyenzi. Ce sont les deux personnes que je reçois aujourd'hui. Merci d'honorer Bonjour. notre table ronde en étant Oui. nos premières invitées. Oui. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter. Mais peut-être avant, je pourrais dire que Mélissa, c'est une psychothérapeute, mais je vais la laisser vraiment s'introduire elle-même. Donc, bienvenue, Mélissa. Tu peux nous parler un peu de toi. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup pour cette invitation. Je trouve que c'est une bonne chose dans notre communauté de nous réunir comme ça sur la table ronde et de parler des sujets qui nous regardent, qui touchent notre communauté. Je te félicite beaucoup, beaucoup pour cette initiative. Donc, moi, je m'appelle Mélissa et Muyenzi et je suis psychothérapeute autorisée en Ontario. Et je travaille avec des individus qui passent par les deuils, les traumas, les transitions de vie. C'est ça, je suis thérapeute. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup à toi d'être là. Alors, Déborah, Oui, tu peux aussi bonjour. t'introduire. Alors, je m'appelle Déborah, j'ai 23 ans et je suis née au Rwanda et j'ai déménagé au Canada quand j'avais 8 ans, donc j'ai vécu la majorité de ma vie ici, mais je, comme toute jeune de la diaspora rwandaise, on entend différentes choses de l'histoire de la famille et ouais, je suis ici pour en parler. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter ensemble, ça va concerner la santé mentale et en particulier le silence après les événements traumatiques ou des événements traumatisants qu'on a pu vivre. Ça peut être pour n'importe quel événement traumatisant. Ça peut toucher autant nous, en étant ici au Canada, au Rwanda, et aussi de façon universelle, parce que les traumas, ça peut toucher un peu tout le monde. Mais ici, nous, on va se focaliser sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, qui pour nous est le plus gros traumatisme qu'on a pu vivre et que je pense que l'humanité aussi a pu vivre, parce que c'est quand même c'est l'humanité qui est frappée en son sein. Ce n'est pas une histoire rwandaise, c'est une histoire universelle. Donc, alors c'est pour ça qu'on a fait appel à Mélissa qui va nous parler comme quelqu'un qui a de l'expertise en santé mentale, comme psychothérapeute, mais aussi Déborah, qui est une jeune Rwandaise qui est née après le génocide, pour justement toucher ce problème ou ce sujet de silence, parce qu'elle est vraiment née dans ça. Mais avant d'aborder ça avec Déborah, je te demanderais, Mélissa, pourquoi le silence? Pourquoi après des événements qu'on a vécus ici, après avoir survécu au génocide, parfois, des gens se diraient, ah, peut-être il faut en parler pour qu'on guérisse, pour que ça passe. Et puis, on penserait peut-être que justement, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'en parler. Mais pourquoi les gens ont un peu du mal à en parler, et en particulier à en parler à leurs enfants? Parce qu'ici, c'est vraiment ce qui nous touche le plus, c'est vraiment cette transmission, cette verbalisation de ce que nous avons vécu, mais envers nos enfants, qui sont aussi en droit de connaître leur histoire, parce que notre histoire, c'est leur histoire aussi. Donc là, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment le silence s'installe, pourquoi et de quelle manière, pour qu'on puisse un peu rentrer dans le vif du sujet. OK, merci. C'est une question très importante. C'est une bonne question.
comme tu viens de le dire, quand j'aimerais commencer par, j'ai oublié de mentionner que je suis rwandaise aussi. J'aimerais aussi le souligner. Oui, super. Et je suis rwandaise et c'est vrai que j'ai pas été au pays au moment du génocide fait aux Tutsis. J'étais en dehors du pays, mais peut-être que ça va aussi venir, on va aussi toucher à cela. Comment est-ce que, justement, il y a une transmission de l'histoire, même si tu n'as pas été là directement. Donc, pour revenir à ta question, c'est le génocide, de par sa nature extrême, en soi, c'est extrême de vivre le génocide. C'est extrême de voir, non seulement de perdre, pas non, une seule personne, mais plusieurs personnes en même temps. Parfois, c'est l'être humain ou le cerveau humain n'est pas capable d'accepter ou d'intégrer cette réalité de par sa nature extrême. Alors, c'est comme ça qu'avec le temps, parfois, tu vas avoir l'impression de vouloir ne pas parler de ce qui s'est passé, pensant peut-être que tu peux l'oublier. Ok. Ça peut être par peur de revivre les souffrances, par peur de vivre une douleur très, très insupportable. Oui. Et tu préfères simplement d'être silencieux. Tu préfères de te taire par peur de revivre encore une fois la douleur que tu as vécue. Ok. Ça peut être aussi une stratégie de survie. Oui, hein. Parce qu'après le génocide, la vie continue. C'est ça. On s'est rendu compte qu'on doit bâtir le pays. On doit avoir une histoire à transmettre. On a des enfants. Alors, à cause de ça, ça peut être une stratégie de protection et de survie. Exact. Alors, c'est comme ça que tranquillement, le silence s'installe. Oui. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on peut... Quand tu as des enfants, tu as toujours envie de protéger ces enfants. Oui. Alors, tu penses que si tu ne racontes pas ton histoire, tu vas protéger tes enfants de cette façon. Exactement. Alors, ça peut être tellement complexe Oui, c'est ça. que ça devient unique à chaque personne. Exactement. Ouais. Mais là, en parlant de... oui, on pense qu'on protège, mais est-ce qu'on protège vraiment? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie... Est-ce que- Ouais. Oui, oui. C'est ça la vraie question, parce que l'enfant, de son côté, malgré que tu lui donnes pas les mots pour comprendre, il va se rendre compte que ses parents vivent quelque chose de douloureux. Oui. Mais tu lui donnes pas les mots de comprendre. Tu lui permets pas de connecter avec toi. Parce que tu penses que tu es en train de protéger de l'autre côté. Oui. Mais l'enfant aussi peut le sentir et peut le voir. Oui. Et c'est comme ça que ce silence commence à s'installer dans la famille. Mais malheureusement, on l'a vu et les études le montrent à quel point ça devient beaucoup plus, même difficile Oui. à porter. Oui, hein. Même Dans la pour, famille. même pour l'enfant, Ouais. même s'il n'a pas vécu, mais il le ressent, en Tout quelque à sorte. fait, tout à fait. Exactement. Alors, merci beaucoup hein, pour ton intervention. Alors, en parlant de ça, toi, Déborah, justement, parce que là, on parle des enfants puis de la Ouais. transmission. Toi, comment tu l'as vécu? Comment, déjà, en premier lieu, tu as senti déjà que ton histoire est liée à un génocide qui a eu lieu? Quand est-ce que tu as eu vraiment cette conscience que tu descends d'une famille justement qui a vécu le génocide, et puis ce silence-là, toi, est-ce que tu l'as vécu aussi dans ta famille? Et puis si oui, comment tu es passé à travers ça? Ouais. Alors, oui, j'ai vécu le silence et je dirais que je l'ai plus réalisé, mon histoire, vers l'âge de 16 ans même, OK. ou même peut-être vers 14-15 ans, ou un peu plus jeune. Mais pour revenir, je suis née au Rwanda en 2001. OK. Jusqu'à 2009, j'étais au Rwanda. Mais pendant toutes ces années, j'avais aucune idée. Aucune idée vraiment qu'il y avait eu un génocide. Et honnêtement, je ne regrette pas ça. Je considère que j'ai eu une belle enfance là-bas. Et pour moi, le Rwanda, c'est juste relié à des images positives, à un vécu positif. J'allais à l'école, j'avais des amis, ça allait bien. Alors pour moi, comparé à quand je suis venue au Canada, les premières années étaient tellement difficiles que
pour moi, le Rwanda, ça sera toujours positif. Ouais, c'est ça. Et ce qui est différent pour quand mes parents ou mes oncles et tantes pensent à leur enfance, disons. Oui, oui, oui. Donc, je suis fière d'avoir eu une enfance positive et que le pays a pu se rebâtir d'une telle manière que pour notre génération, on a des enfances positives. Oui. Quand est-ce que j'ai su? Je revenais à 16 ans, mais à 16 ans, je parlais à une cousine et mon frère et on parlait d'un sujet quelconque sur comment nos parents sont peut-être sévères dans telle situation. Et là, ma cousine a dit quelque chose comme mais si tu regardes tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, c'est comprenable pourquoi ils agissent comme ça. Et là, j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont vécu. Oh, Ouais. Mais c'est la et première là, fois que tu sens ça. Oui. eux aussi, même s'ils sont des jeunes, ils n'ont pas dit l'histoire complètement. Eux aussi, c'est encore, ils ont un peu comme marché sur les œufs en disant la situation. Je me rappelle même pas leur description. Mais c'était un peu une ouverture. Ensuite, cette année-là, en 5e secondaire, à l'école, dans notre cours d'éthique et culture religieuse, on a eu toute une section sur le génocide du Rwanda. Et c'est vraiment à l'école au Québec que j'ai appris ça, que j'ai appris qu'il y a des différences ethniques et qu'il y a des... les caractéristiques physiques qui pouvaient les différencier. Avant, je ne savais pas. Et j'étais un peu triste d'apprendre ça. Je me disais, je veux pas savoir ça dans ma tête. Mais on a regardé un film sur de Roméo Dallaire sur J'ai serré la main du diable. Oui. C'était difficile pour moi de le regarder parce que c'était évidemment dans le génocide des choses difficiles qui arrivaient et j'étais à côté de tous les autres. J'étais une des 2 seules Rwandaises dans la classe, donc c'était stigmatisant. En plus, c'était pas une belle... le beau côté du Rwanda que moi je connaissais, donc c'était difficile. Je dirais quand même que quelques années avant, dans notre communauté rwandaise ici à Humura, notre Philippe Belmozima avait partagé son témoignage sur comment il a survécu, mais je me rappelle que quand il partageait, j'étais comme « wow », mais j'avais pas compris que « c'est à cause qu'il y a eu des... » Je pense pas que j'avais tout compris. J'étais quand même jeune, je me rappelle même pas mon âge, peut-être 13, 14 ou 15, je me rappelle pas. Mais je dirais que ça, c'est peut-être le vrai début. Mais avant ça, vraiment, ma mémoire la plus précoce que je pourrais me rappeler, c'est quand j'étais au Rwanda très jeune. Il y avait la télé qui était ouverte. Je me rappelle pas j'avais quel âge, mais entre 0 et 8 ans. Mais bon, disons entre 5 et 8 ans. Et il y avait la chanson qui jouait « Never, never, never again ». Et évidemment, je savais pas de quoi il parlait. Ouais, c'est ça. Mais je savais juste que j'aimais bien la chanson. Ouais. Donc ça, c'est le souvenir le plus. D'accord, d'accord. Mais j'aimerais juste souligner que ce n'est pas ma mère qui m'a dit l'histoire, c'est moi qui ai découvert. Donc, Donc, l'histoire ne t'a jamais été racontée par... Bon. En tout cas, ça n'a pas été les premières... Ouais, maintenant on s'en parle. à te raconter. Oui, maintenant Ok. on s'en parle. Ok. Mais dans toutes ces situations-là que je viens de rencontrer, ce n'est pas venu de elle, premièrement. Mon père est décédé il y a longtemps, donc il ne pouvait pas m'en parler. Oui. Donc, ce n'est pas venu de moi. Mais c'est pas parce que j'ai une rancœur ou quelque Ouais, bien chose. sûr, Je comprends. Mais c'était juste pour dire... C'est ça. Donc, tu prends ça vraiment avec... c'est ça aussi que je réalise aussi parmi les jeunes Rwandais, enfin des jeunes qui Post-génocide. Voilà, post-génocide, qui ont des parents justement qui ont traversé cette nuit noire-là. Ils sont d'une grande résilience et ils ont beaucoup d'empathie envers leurs parents. Et ça, c'est quelque chose aussi que, tu sais, là, c'est Déborah, c'est toi tu es ici, mais tu représentes beaucoup de jeunes parce que ce que tu vis, ce que tu dis, je l'entends souvent parmi les jeunes et je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable et d'admirable de la part des jeunes qui sont quand même, qui se disent, on n'est pas autocentré, on sait que nos parents ont vécu quand même des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Et je trouve que c'est une grande maturité, en fait, de la part de ces jeunes-là. Donc, Mélissa, qu'est-ce que tu penses, le fait que l'histoire n'est pas racontée par ses propres parents, quelles peuvent être les conséquences de ça, justement? Est-ce que, je ne sais pas moi, dans cette transmission-là, est-ce qu'il peut y avoir, justement, c'est pour un peu aider aussi, même sur peut-être par la même, en répondant à ça, peut-être que tu pourrais, en tant que quelqu'un qui s'y connaît dans ça, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des conseils, comment on pourrait aborder, parce que je sais que c'est parce qu'ils ne le veulent pas, ces parents-là, c'est parce que souvent ils ne le peuvent pas, comme tu l'as dit avec ce que tu nous as expliqué. Mais
de quelle manière, en fait, ils pourraient s'y prendre pour que ce soit le moins, le plus doux possible, même si c'est pas évident, quoi. Oui, Ouais. exact. Oui, tu viens de terminer en disant c'est pas évident. Oui. Alors, le silence, comme on l'a déjà vu avant, c'est on a vu comment ce silence s'installe parce que on veut se protéger. On veut se protéger soi-même en tant que parent, en tant que personne qui a vécu le génocide, mais en même temps, on veut protéger l'enfant. Oui, exact. Alors, on veut ne pas raviver la douleur. C'est une sorte, en fait, c'est une sorte d'armure qu'on met pour ne pas encore revivre cette douleur. Oui. Alors, c'est tellement délicat et c'est tellement complexe. C'est complexe. C'est ouais. complexe et délicat, mais je dirais que la meilleure chose à faire, c'est de se permettre soi-même déjà de le vivre, Ok. tu vois, se D'accord. permettre soi-même de parler. Et ce que je trouve intéressant maintenant dans notre communauté, on commence à en parler. Ok. Et comme on vient de le voir, tu sais, la génération post-génocide, ils posent beaucoup de questions. Ils veulent connaître leur histoire. Oui. Ils veulent connaître leur identité. Alors, ils vont s'approcher de leurs parents pour connaître c'est quoi l'histoire de ma famille, Oui. c'est quoi, je viens d'où, c'est quoi. Il y a une crise d'identité qui s'installe, qui fait que ils veulent approcher leurs parents. Oui. Alors, tu as demandé c'est quoi déjà les risques qu'il peut y avoir, c'est Exact. que il peut y avoir si les parents ne transmettent pas leur histoire, il peut y avoir une rupture entre les deux générations. Et c'est le danger que moi, je vois dans tout cela. Cette rupture entre les deux générations, Oui. tu vois. Oui. Et veut pas, la transmission se fait. Ah, d'une certaine manière. D'une certaine manière se fait. Silencieusement ou pas. La transmission cachée se fait. Oui. La transmission où l'enfant regarde le parent et remarque que son parent vit quelque chose de douloureux. On le remarque. La transmission est là, cachée par les non-dits, par les souffrances qui ne sont pas dites. Oui. Et à la longue, le danger que, en tout cas, moi, je vois, c'est de voir que ces deux générations, il peut y avoir une rupture Oui. 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 entre les deux générations. Oui. 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 Alors, c'est important que, tranquillement, ce travail se fait à partir des communautés, à partir de ceux qui ont le courage, parce que ça demande le courage, ceux qui ont le courage de parler de leur vécu. Oui. Et ça, on l'a déjà entendu plusieurs fois dans les commémorations. Comment tu te sens validé dans ton vécu. Quand tu commences à te sentir validé dans ton vécu, quand tu commences à sortir un peu de cet isolement que ces événements traumatiques t'ont mis dedans, Oui. tu commences à guérir tranquillement. Oui. Oui. Tu commences à aller vers l'avant, vers la guérison. Ça, on s'entend bien que ce n'est pas une destination. Oui. C'est un cheminement C'est un qu'on cheminement, prend. exactement. On prend un cheminement de dire, OK, j'ai vécu quelque chose de traumatisant. J'ai vécu des choses atroces. Oui. Mais tu commences à valider, tu commences à le partager, tu commences à le vivre dans des commémorations. Oui. Ça, c'est déjà un pas vers la guérison. Alors, pour revenir à ta question, Oui. comment est-ce que maintenant on peut transmettre ce message, Oui. cette histoire dans notre génération post-génocide? C'est justement à en parler, à sortir dans l'isolement. Et moi, je dis très souvent, vraiment à son rythme. À son rythme. À son rythme, chacun à son rythme. C'est douloureux, c'est atroce ce que le pays a pu vivre, a traversé. Alors on l'accueille dans leur complexité, dans sa complexité, et on le transmet tranquillement. On commence à parler à l'autre génération, à la génération post-génocide, tranquillement, par des rituels qu'on fait déjà, par les commémorations qu'on fait déjà, tranquillement,
tranquillement, on arrive maintenant à transmettre l'histoire de notre pays, maintenant collectivement. Collectivement. OK. Ah, mais c'est une très... Ouais, c'est une bonne façon de voir ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. Ouais, et c'est cette possibilité-là que je trouve vraiment intéressante pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui l'ont vécu, pour la génération d'après. Mais par exemple, pour les gens qui ont beaucoup de difficultés, je sais que parfois aussi, je sais pas moi, dans nos communautés, on ne parle pas assez justement d'oser aller en thérapie quand c'est vraiment nécessaire. Mais est-ce que, par exemple, toi, faisant partie de notre communauté rwandaise, et avec toutes les, je sais pas moi, la retenue d'aller voir les gens qui sont spécialistes, est-ce que tu as justement je sais pas, des conseils par rapport à ça, comme déjà quelqu'un de psychothérapeute, comment les gens devraient justement peut-être aborder ce sujet-là de thérapie? OK. Déjà, on peut commencer à dire que notre culture ne favorise pas la parole. C'est vrai, hein? Notre culture nous apprend à ne pas parler. Notre culture ne nous donne pas la liberté d'expression. Notre culture, en soi, c'est... elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, mais elle ne nous permet pas d'exprimer, de vivre, de parler, ne nous donne pas la parole. Cependant, c'est possible. C'est possible, tout est possible. Cependant, c'est possible. C'est possible. Je trouve que même le stigma autour de tout ce qui touche la santé mentale, tout ce qui touche les émotions, tout ce qui touche la thérapie, je trouve qu'on commence tranquillement à s'ouvrir à cette possibilité. Et c'est une bonne chose parce que je pense que j'ai déjà vu des livres. D'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres livres qui s'en viennent très bientôt. Mais on voit les survivants du génocide qui commencent maintenant à parler, à écrire, à briser le silence et à parler de avant et après. C'est quand tu vois comment la thérapie a aidé, comment l'ouverture à ton vécu, à partager ton vécu, ce que cela a fait pour toi. J'imagine que ça incite ton voisin, ça incite aussi l'autre à dire « Ok, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. J'ai besoin d'aide. » Maintenant, tu fais le pas et tu fais la thérapie. Il y a les groupes de parole. Il y a même les églises. Dans des églises, il y a cette ouverture parfois de parler des choses qui sont difficiles. Je trouve que ça commence tranquillement à libérer la parole dans notre communauté. Parfait. C'est bon. Et on est très content d'ailleurs que maintenant, parmi nous, là, dans notre communauté, il y a quand même comme toi, Mélissa, je pense qu'il y en a aussi quelques-unes d'autres, ou un d'autres, et qui ont fait ces études-là, justement, pour pouvoir... donc, le fait de se dire qu'on a aussi parmi les psychothérapeutes ou les psychologues, les gens qui connaissent notre histoire, qui sont... ça fait du bien, quoi. Donc là, pour ça, on te félicite. Est-ce que toi, Déborah, as-tu, au niveau de la thérapie, est-ce que tu as une sorte d'expérience ou ce que tu en sais, toi, de façon générale, ou ce que tu en dis, tout simplement, en tant que jeune, parce que c'est ça, parce qu'on sait que maintenant les jeunes aussi vivent beaucoup de choses, hein, et que parfois nos jeunes, justement, peut-être nous, la culture nous a un peu, justement, même si c'est pas évident, mais on part avec de cette culture-là et on essaye de pousser, même si à un moment donné, ça devient flagrant. Quand tu as trop gardé, alors que c'est des choses qui doivent sortir à un moment donné, ben, ça finit peut-être par exploser autrement. Donc, c'est pour ça qu'on va justement
conseiller les gens d'y aller plus tôt que trop tard. Ouais. Mais pour les jeunes aussi qui vivent dans cet environnement-là, comment je sais que eux ils ont aussi beaucoup, parfois ils sont confrontés à cette problématique-là. Comment tu peux nous en parler aussi? Oui, alors j'ai déjà suivi de la thérapie personnelle, individuelle, pour d'autres sujets, mais c'est sûr que ça peut être lié à l'histoire. Mais j'ai aussi suivi de la thérapie dans un groupe d'intervention pour des jeunes Rwandais, Rwandaises. Ah, super. Et on était dans cette cas-là, 5 Rwandaises qui étaient suivies par une thérapeute. Oui. Elle n'était pas d'origine rwandaise, Oui. mais ça l'a donné, elle était assez informée Oui. et elle avait assez un regard d'extérieur pour pouvoir bien nous aider. Oui. Et ça a été très aidant parce que le but, c'était de parler du trauma intergénérationnel Oui. dans le cas du Rwanda. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers ça. Ok, Et je trouve super. juste que les jeunes de notre génération sont un peu plus ouvertes à la thérapie en C'est vrai, général. hein? Tant mieux, hein, De plus, franchement. et surtout les jeunes peut-être qui ont grandi à l'extérieur du Rwanda, je sais pas, qui sont pas affectés par... Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui est une bonne chose, hein, d'apprendre ça, parce que au moins, il faut que la nouvelle génération n'ait pas, justement... Parfois, on apprend aussi avec l'histoire, hein. Donc, voilà. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait... Toi, actuellement, tu pratiques. Comment on peut, par exemple, rentrer en contact avec toi, Mélissa, tant qu'on t'a ici, hein, que ça peut aider une ou deux personnes qui nous écoutent et qui se demandent, ah oui, comment je peux trouver un thérapeute ou une thérapeute, et qui serait intéressé, par exemple, à te contacter. Comment toi, tu fais ça? Alors, oui, je pratique. Je fais ma pratique privée. Et pour me trouver, je suis sur les réseaux sociaux. Parfait, avec oui, mon exactement. Healing is Beautiful. Healing is Et- beautiful. yes. Ah, that's beautiful. Yeah, Healing is Beautiful. Je Yeah. suis sur les réseaux sociaux. Je suis dans la communauté. En tout cas, je suis Exact. dans la communauté. C'est ça. Oui, je suis dans la communauté. Parfait, Oui. super. C'est Ouais. très bien, c'est très Et puis, bien. aussi sur Psychology Today, il y a un site qu'on appelle Psychology Today où tu cherches les noms Ok. des Ok. thérapeutes et puis tu me trouves là-dedans et puis, Super. tu m'écris et puis je te réponds. Génial. Ouais. C'est une très bonne chose. Écoute, donc là, on arrive vers la fin de notre discussion. C'est quand même c'est un sujet très large qu'on ne peut pas traiter. Donc, c'est sûr qu'on va y revenir. On va l'approcher d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, je ne sais pas moi... je vais commencer par toi, Déborah, à cette nouvelle génération. Est-ce que tu aurais comme une parole de sagesse, je sais pas, qui est en rapport avec ce qu'on est en train de discuter, ou un peu plus large d'ailleurs, que tu pourrais transmettre comme quand même une jeune fille rwandaise, que je trouve que tu as quand même fait ton chemin ou d'ouverture vers ceux qui t'ont précédé, et que tu veux vraiment créer ce lien-là. On le sent. C'est même pour ça que tu te trouves ici et pas ailleurs. Est-ce que je trouve que c'est une très bonne chose. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais transmettre à tes semblables? Oui. Ce que j'aimerais transmettre, c'est que notre identité, c'est pas une identité de victime. On n'a pas besoin de continuer à s'identifier ou à s'approprier une identité de victime. Quoique il y ait des choses difficiles que nos parents, nos grands-parents ou ancêtres ont vécues. Et nous aussi, on peut être des victimes collatéraux de ça dans un sens. Mais notre identité, moi comme Rwandais, comme je le vois et comme je vois le Rwanda d'aujourd'hui, c'est une identité de triompheurs, de personnes qui ont triomphé, de différentes difficultés qu'ils ont vécues. Et c'est un héritage dont je suis fière. Et ouais, voilà. Super, wow, c'est très beau ça. C'est vraiment beau à entendre. Et si possible, après, j'aimerais aussi, si possible, partager quelque chose que j'ai appris en thérapie. Bien sûr. On pourra en parler après. Non, tu peux y aller déjà. Vas-y. Oui, ben en fait, pour parler aux jeunes aussi, mais aussi aux moins jeunes, à nos parents, quand on avait la thérapie sur le trauma intergénérationnel, on a parlé de qu'est-ce que nos parents, c'est quoi leurs tendances comportementales qui peuvent nous affecter. Une des tendances, c'est l'hypervigilance.
Et nous tous, comme jeunes Rwandais, je dirais que la plupart savent que leurs parents sont hyper vigilants. Surtout quand tu es dans un contexte externe à l'international où tu ressens comme si cette hypervigilance est moins justifiée. Alors, par exemple, un parent peut toujours être comme... il faut toujours barrer la porte. Il faut toujours barrer la porte. Et là tu es comme... C'est pas nécessaire ici, mais pour eux, c'est super nécessaire. Mais surtout l'hypervigilance dans la manière de communiquer aux autres. Alors, si tu rencontres une nouvelle personne, ou par exemple, les parents, quand ils vont s'introduire, ils vont pas dire tout sur eux. Ils vont dire oh, je suis un tel, voilà. Mais moi, quand je m'introduis, je dis je m'appelle Déborah, j'ai tel âge, j'ai étudié ça. Alors, cette idée de toujours être réservé dans comment tu t'introduis, tu veux pas trop dire de toi-même. Et cette idée de toujours être... un peu méfiant. Méfiant, exactement. Voilà, c'est une méfiance de l'autre. Et aussi une idée de je peux pas trop m'ouvrir personnellement à l'autre. Et cette hypervigilance aussi peut s'exprimer dans la manière de se permettre de vivre les émotions. Et j'ai entendu il y a longtemps que peut-être quand une des façons de survivre pour les gens qui sont dans des situations difficiles, que ce soit le contexte politique de pré-génocide ou même dans le contexte d'esclavage, par exemple, une des façons de survivre, c'est de ne pas te permettre de vivre tes émotions difficiles. De les refouler. Quoi. De les refouler. Et comme tu dis, c'est un système de survie, façon de survivre. Et ça fait en sorte que plus tard, quand tu as des enfants, tu les apprends que si ton enfant passe par quelque chose de difficile, par exemple, j'en ai parlé en écoutant plusieurs jeunes rwandais, on apprend que quand on vit des choses difficiles, que ce soit à l'école, au travail, financièrement, différentes choses, et que des fois, on essaie d'en parler à nos parents, il y a comme cette impression sous-entendue, mais pas dit clairement, que c'est comme « Ah, c'est ça. Tes souffrances sont moindres. » Et comme un peu minimisé, quoi. Ouais, et ce n'est pas maléfique ou ce n'est pas intentionnel, c'est vraiment pas conscient non plus. Mais c'est aussi une idée de dire ihangane ou bichemo no konkotkwabayo. Et alors il faut toujours être capable de refouler tes émotions, ne pas en parler, et il faut juste traverser, le discuter et n'essaie pas de résoudre. C'est comme si le problème peut même pas être résolu. Il faut juste vivre avec le problème. Il n'y a pas de l'espoir de résoudre un problème. Alors l'idée de... Alors j'ai appris ça et en apprenant que c'est peut-être une tendance avec d'autres parents de ne pas avoir de la rancœur envers mon parent ou envers d'autres gens. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime le partager. Une autre chose aussi, c'est... moi, je pense c'est le manque de confiance, des fois, que les parents peuvent avoir envers d'autres gens ou facilement. Ou même envers leurs enfants, ou c'est plus les autres personnes, l'extérieur? Ouais, mais moi, je pensais que j'étais immunisée à ça parce que je me dis, je me trouve plus comme étant facilement... comme si je peux facilement faire confiance aux personnes. Mais ce que la thérapeute nous a appris, c'est que ça peut aussi être le manque de confiance dans les circonstances. Et ça, je pense que ça m'affecte plus parce que s'il y a quelque chose de très bon qui arrive dans ma vie, quelque chose de positif, je me dis tout de suite comme, ça va pas durer longtemps. C'est temporaire. Comme le caractère éphémère. Exact. Des choses qui sont bonnes. Ouais, ça va vite. Et c'est comme un bonbon dans la vie. Si j'ai quelque chose de bon qui arrive au niveau relationnel, au travail ou avec l'argent, et des fois, ça peut apporter des comportements qui sont pas très productifs. Comme par exemple, si ça va bien au niveau de la carrière, tu as un peu d'argent et tu peux te retrouver à tout de suite utiliser l'argent au lieu de prendre le temps de penser au long terme et de mettre à côté les bonnes choses qui peuvent arriver plus tard. Comme si tu ne sais pas en fait de quoi est fait demain, alors vaut mieux profiter de l'instant présent. Exactement. Voilà, alors c'est genre de comportement. Oui, c'est vrai. Oui. Et j'ai réalisé, oh wow, peut-être que c'est comme ça que j'agis et j'avais pas pensé à ça parce que et au niveau de l'affection aussi, je voulais juste partager une dernière histoire. Non, vas-y. Une dernière histoire que j'ai entendue en thérapie, que la thérapeute nous a dit, et c'était le fait que si, par exemple, durant le génocide, il y a 10 personnes qui sont en train de fuir ensemble, et ils fuient ensemble, ils travaillent, et là, ils sont dans une cachette, et il y a une personne sur les 10 qui commence à pleurer. Qu'est-ce que les 9 autres vont dire? Ils vont dire « tchècheka, tchèchek ». Ils vont dire arrête de pleurer, tais-toi, et ils vont voir la personne qui pleure comme une faiblesse dans le groupe, comme une faiblesse, et lui demander de se taire, et il n'aide pas à la survie. Et là, peut-être qu'aujourd'hui aussi, des fois, quand les enfants sont facilement émotionnels ou pleurent ou disent quelque chose à leurs parents, peut-être
c'est pas tous les parents, mais peut-être que des fois, les parents vont agir comme d'une manière qu'ils pensent qui va aider leur enfant en disant « Oh, essuie tes larmes, essaie de traverser la situation difficile à l'école, au travail, et c'est comme ça que tu vas survivre. » Mais je encouragerais juste les parents ou la communauté en général de te permettre de vivre tes émotions, et c'est peut-être, tu vas trouver une force qui va te permettre de traverser le problème. Super. Oh, mon Dieu. C'est très profond, c'est très puissant aussi, parce que ça reflète en fait notre vie, carrément la vie quotidienne. Hein? Quand on s'arrête et qu'on met les mots sur ce que nous vivons, ben, ça donne ça en fait. Et ça permet justement d'aller... de passer à travers tout ça et ne pas prendre ces choses-là comme ça passe. Non, ça passe pas. C'est plus profond que ça et prendre le temps. Donc, merci beaucoup, Déborah, là, d'aborder ça et de la plus belle des façons. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc, merci beaucoup. Merci pour ça. Alors, à toi, Mélissa, toi, en tant que femme rwandaise qui un peu qui côtoie ces parents-là dont elle parle, mais en même temps en tant que professionnelle de la santé mentale, quel autre justement, même avant la parole de sagesse, aurais-tu autre chose que tu as envie de partager avant de nous donner justement ton dernier mot aussi, comme Déborah? Ce que je pourrais dire, c'est que quand elle était en train de parler, Déborah, tu as très bien parlé. Ça m'a rappelé comment notre histoire, notre vécu, c'est à partir de notre histoire qu'on arrive à interpréter le monde, qu'on arrive à interpréter les choses. Alors, quand on vit dans un silence traumatique, quand on a un vécu traumatique comme celui qu'on a vécu dans notre pays, ça affecte notre façon de voir le monde, notre façon d'interpréter le monde, notre façon de vivre dans le milieu social, notre vie quotidienne. Ça affecte plusieurs aspects de notre vie. Et c'est comme si ça te vole même le pouvoir de t'engager pleinement dans la vie. Alors, ce que je peux dire, c'est que tu n'as pas besoin de porter ça toute seule. Déjà, ce que tu as vécu, c'est difficile en soi. Déjà, ce que tu as vécu, c'est difficile à porter. Tu n'as pas besoin de le vivre toute seule. J'inviterai vraiment les parents. J'inviterai aussi les jeunes qui n'arrivent pas, et je compatis vraiment avec ces personnes qui n'arrivent pas à se relever, peut-être, qui n'arrivent pas à avoir l'espoir pour l'avenir à cause de ce que tu as eu à vivre pendant le génocide. C'est de te dire, écoute, il y a espoir de t'engager autrement dans la vie. Il y a espoir de cheminer vers la guérison. Il y a espoir de transmettre une histoire choisie, que tu as choisie. Exact. Il y a cet espoir. Alors, super. Écoute, je sais pas, comment terminer mieux que ça? L'espoir, c'est de ça qu'on a besoin de toute façon dans la vie quotidienne. Il faut qu'on sache qu'il y a espoir. Et merci beaucoup, Mélissa, pour ce bon mot de la fin. Merci d'avoir été ici. Hein. C'était vraiment une belle... Merci. Un bon échange. Ça nous a fait... Je pense que ça nous a fait du bien ici. Oui. Et on espère que ça va vraiment faire du bien à ceux qui vont nous écouter aussi. Et voilà, je vous dis un grand merci. Merci et à bientôt. Toi. À bientôt. Merci, Sandrine. Merci.